Docteur Michael Menanmon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en philosophie, que vous êtes également responsable du programme ATID et nous vous avons sollicité ce matin pour essayer de nous aider à résoudre en tout cas essayer de démêler les nœuds qui se sont formés, en tout cas la polémique qui s'est formée cette semaine en Israël autour de déclarations de rabbins de la Mechina d'Eli. La Mechina d'Eli qui est une célèbre Mechina, une célèbre école de préparation à l'armée israélienne et deux des rabbins de cette Mechina à quelques jours du Yom HaShoah, on a diffusé bien des propos qui peuvent paraître tout à fait scandaleux. L'un a même donné l'impression, il s'agit du Rav Kashtiel, donné l'impression qu'il justifiait, on va dire, la Torah Geza, c'est-à-dire une idéologie raciste et génétique qui profite au peuple d'Israël au détriment d'autres nations. Le second rabbin a apparemment affirmé que Hitler avait raison au moment de la Shoah. Alors expliquez-nous un peu qu'est-ce que l'on doit croire et qu'est-ce que l'on ne doit pas croire dans ce qui s'est dit cette semaine autour de ce débat et autour de ces déclarations des rabbins. Bon, tout d'abord, moi je ne suis pas le représentant de la Mechina d'Eli, je ne suis pas celui qui va défendre nécessairement ce qui a été dit là-bas, mais je crois qu'il faut bien différencier deux choses. Tout d'abord, ce qui a été réellement dit, ce qui a été réellement enseigné, réfléchi avec les élèves, et puis ensuite, évidemment, toute cette sorte de chasse aux sorcières qui se fait autour de cette Mechina avec un travail assez insupportable d'un homme qui s'appelle Yair Nehorai, qui est vraiment à l'affût de toutes sortes de déclarations qui pourraient être fumeuses et pourraient donc emmener à sa mesure cette Mechina. Alors ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a une campagne qui est menée par un homme qui est le président du forum laïque, d'accord, qui s'appelle Yair Nehorai, qui systématiquement, eh bien, on peut dire peut-être même passe son temps à reprendre des conférences enregistrées, des enregistrements vidéo de conférences de rabbins de la Mechina pour essayer de salir la Mechina. Et il faut préciser apparemment que ces enregistrements dont il est question aujourd'hui n'ont pas été faits ces derniers jours, mais remontent à plusieurs années, on parle même d'une quinzaine d'années, hein. Voilà, c'est-à-dire que alors donc c'est son projet. Son projet, c'est en effet d'arriver à fermer cette Mechina. Il a une conception qui est totalement opposée à celle du monde religieux sioniste dans la réalisation du Rav Kook, le fils, le Rav Yehuda. Bon, donc c'est son projet. Il ne pense qu'à ça, il ne dort pas. Et je crois moi qu'en soi, c'est que ce projet-là de chasse aux sorcières, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Que ce soit envers la Mechina de Eli, que ce soit envers le Montre Radi ou qui que ce soit, c'est honteux de chercher comme ça des noises à quelqu'un, d'essayer de le coincer sur une parole à droite ou à gauche. Laissons penser les gens, ceux qui veulent. Ça nous plaît pas. On peut ensuite avoir un débat, on peut ensuite en parler ouvertement. Mais cette façon de faire là, de trouver, et justement c'est un peu pernicieux parce que c'est juste à Yom HaShoah ou avant Yom HaShoah qu'il a décidé de publier cet enregistrement. C'est délibéré, vous dites en fait. C'est délibéré. Oui, c'est délibéré. C'est quelque chose qui est pas beau. C'est quelque chose, même si encore une fois on peut pas être d'accord avec ce qui est dit là-bas. Mais c'est quelque chose qui sort du bon sens. Alors, cela, c'est clair, mais quelque part, et d'une certaine manière, je répète un peu les arguments qui ont été avancés ces derniers jours par de nombreuses personnalités. Les rabbins ont bel et bien prononcé des propos qui sont choquants, apparemment. Alors moi, j'ai écouté ces cours et j'ai lu également donc les paroles du Rav Kashtiel. Donc ce sont deux choses différentes. Hein. Il y a le cours donc d'un rabbin qui s'appelle le Rav Giora Radler, qui est connu pour être quelqu'un d'extrêmement rationnel, qui aborde le monde avec une certaine logique cartésienne. Et lui, en effet, donc dans le cadre de cette pensée cartésienne, qui veut tout comprendre, tout savoir et qui prétend arriver à la vérité absolue par le biais de la raison, eh bien lui donc c'est vrai qu'il ramène certains arguments qui pourraient être un petit peu étonnants. Évidemment, non pas l'argument qui a été mis en exergue par Nehorai, qui voulait dire qu'il a expliqué pourquoi Hitler avait raison. Ça, c'est absolument n'importe quoi. Il suffit d'écouter le cours quelques minutes avant, quelques minutes après pour voir que c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il met en place des arguments, une argumentation qui est peu conventionnelle, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, du style, par exemple, l'éducation religieuse à la Shoah emmène nécessairement à l'hérésie, puisque les religieux disent qu'on ne peut pas comprendre la Shoah, et donc de là il dit si on ne peut pas comprendre la Shoah, ça veut donc dire que le bon Dieu fait n'importe quoi, qu'il est un peu un fou sans limitation, et donc ça c'est de l'hérésie.
Donc c'est un argument, bon, il faut écouter, on peut évidemment on peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais en tout cas, le message qui, en tout cas, l'accusation de caution que ce rave aurait pu apporter à Hitler est totalement fausse. Ah non, c'est n'importe quoi, évidemment. Il suffit d'écouter le cours, encore une fois, c'est un cours d'1h24. Il faut écouter les choses avant de parler. Alors, si on veut uniquement faire de la polémique, évidemment, la polémique, c'est l'art du rien du tout, hein, l'art du vide. Donc, il faut écouter un peu ce qu'il dit. Par contre, ce que je veux dire, c'est que il a d'autres arguments qu'il faut écouter. Donc, mais c'est encore une fois, quand il y a des arguments qui sont rapportés, le monde du Beth Midrash, le monde de la Yeshiva, c'est un monde où on s'assoit, on prend le temps de réfléchir, où on prend les arguments, on les reprend. C'est-à-dire, il y a une dissonance très très claire, très brutale, on peut dire, entre le monde de la tikshorette, des médias, et le monde de la Yeshiva. C'est-à-dire que les médias, eux, veulent faire ne jugent que par rapport à ce que l'on entend et veulent tout résoudre en 2 minutes. Et on va dire le monde de la yeshiva, justement, veut approfondir les choses, c'est cela? Exactement, quoi. C'est le choc des mots, où il faut écouter un mot et puis s'insurger. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, dans le monde israélien, même dans le monde religieux sioniste, il est de bon ton d'être contre la Mechina d'Eli, parce que, oh là là, ils ont des propos antiféministes, des propos homophobes. Encore une fois, moi, je viens absolument pas cautionner ces propos-là. Je pense qu'on peut être rabbin et dire des bêtises. C'est ça. On peut avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument, on va dire, condamner tout le monde. Par contre, ce qui me paraît plus problématique, c'est en effet l'interview qui a été donnée du Rav Kastiel, qui pourtant est un homme remarquable, qui est connu pour une certaine tempérance. Et c'est vrai que là, je ne sais pas si ça va l'exprimer, mais il parle d'une sorte de théorie de la race, où le juif, eh bien, est une sorte de race supérieure, non pas en termes de matérialité, mais en termes de spiritualité, et qu'il y a une sorte d'essentialisme au sein des peuples, une pensée qui apparaissait à la fin du 19e siècle. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, je dois dire. Et c'est même compliqué parce que je ne sais pas ce qu'il a voulu exprimer. Je ne sais pas vraiment s'il a choisi les bons mots pour exprimer son idée du choix d'Israël, de la fameuse Sgoulat Israël, qui fait qu'il y a quelque chose chez le juif qui est spécifique. Je ne sais pas s'il voulait parler de droit, de devoir, mais en tout cas, il a très mal dit. Il a très mal dit et ça passe très mal. Ce sont des sujets, certaines fois, sur lesquels il vaut mieux ou prendre le temps, ou se taire, ou alors en parler uniquement en huis clos, quoi. Alors justement, vous parlez de se taire. Il s'agit de la parole des rabbins et ne serait-ce que cette semaine, on a commencé à lire les Pirkei Avot. Nous sommes à la veille de Shabbat, du premier Shabbat où on peut réciter les Pirkei Avot. On a déjà récité même pour le Shabbat précédent. Dans l'une des Mishnayot, on parle on demande aux rabbins de faire attention à ce qu'ils disent. Oui. Et vous avez l'impression que quelque part, là encore, il y a une problématique que les rabbins ne sont pas se sont pas suffisamment mis à la page médiatique actuelle, à cette page des réseaux sociaux où tout se dit, où tout se publie, où tout s'enregistre, et que par rapport à cela, ils doivent façonner autrement leur message, façonner autrement leur enseignement aujourd'hui. Non, je crois pas que la question c'est uniquement les réseaux sociaux. Quand la Mishnah dans Avot dit Chachamim Izaru b'divrechem, je crois qu'il faut essayer de réfléchir de quelle espèce de quoi il faut faire attention. Oui. Est-ce que c'est uniquement faire attention à l'audience qu'il va y avoir? Est-ce que les choses ne seront pas bien comprises et vont être mal interprétées? Il y a de ça, mais également, je pense que Zaroub et Livrechem, faites attention à ce que vous dites, c'est-à-dire vraiment utiliser les bons mots, soyez rigoureux dans votre réflexion, dans votre langage. Et les réseaux sociaux ne font ici évidemment que rendre le problème beaucoup plus grand, quoi. Mais est-ce que par exemple l'enseignement de la Torah, on va dire en général, doit s'adapter? On vient de finir le Yom HaShoah. On a vu que l'enseignement de la Shoah pouvait s'adapter, par exemple avec Instagram et cette histoire de cette jeune fille Eva, les stories d'Eva. Même la Shoah pouvait être racontée par des médias nouveaux. Est-ce que la Torah doit être racontée aussi par des médias nouveaux et les rabbins doivent prendre garde à ce qu'ils disent avec beaucoup plus d'acuité que par le passé? Non, on peut évidemment réfléchir à l'adaptation de contenu de Torah.
dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire faire attention au nombre de minutes où on parle, et avoir des messages beaucoup plus rapides, avoir des messages beaucoup plus, encore une fois, choquants. Moi, je ne crois pas que les réseaux sociaux soient un bon chauffard pour le monde de la réflexion et le monde de l'étude, parce qu'on reste essentiellement à des niveaux, je dirais, assez bas. On n'a pas le temps d'échanger, l'étude se fait dans l'échange. Je vois sur Facebook, rares sont les discussions où on arrive à des profondeurs importantes, on tombe directement dans la logique de celui qui se trouve derrière son écran, et ça arrive facilement des fois à des mots pas mal placés. Encore une fois, sans doute, il faut faire. Je pense que la Mechina Daily, si on revient à ça, oui, doit faire attention à la façon dont leurs propos vont être interprétés. Donc pour ce point-là, on peut être des bons pédagogues. En sachant qu'ils sont dans le collimateur de ce Yair Nehorai. Exactement. Et ceci dit, je crois qu'il faut quand même aussi réfléchir à un point important, c'est que, en effet, certaines fois, lorsqu'il y a des enfants de 18 ans qui sont assez malléables, qui cherchent à comprendre les choses et puis ils ont 1 an, 2 ans d'études, eh bien la méthode pédagogique qui a peut-être été celle de ces ramans-là, c'est la provocation, c'est un petit peu de les secouer. Et il faut comprendre également cette méthode pédagogique dans un cadre beaucoup plus vaste, qui est celle d'1 an passé dans un Beth Midrash, où certaines fois on dit A, des fois on dit B, des fois on dit C. Donc c'est vrai que je ne crois pas qu'ils ont passé le cap là-bas des réseaux sociaux. Ils restent encore avec une méthode pédagogique qui est extrêmement locale, Beth Midrashi, on se voit, on se parle, on s'entend, on s'engueule, mais ils n'ont pas conscience en effet de cette idée-là, que les réseaux sociaux pouvaient certaines fois transformer les choses. Et vous pensez qu'il faut s'adapter, il faut essayer d'être plus à l'écoute, en tout cas, de cela? Les réseaux sociaux, en fait, ont amené un changement fondamental, je crois, dans la perception humaine. C'est que nous ne sommes pas les seuls sur Terre. C'est-à-dire que, oui. On se rend compte simplement, on peut écouter ce qui se passe à Tombouctou, on peut écouter un cours d'un professeur de Harvard. Enfin, et cette ouverture, tout d'un coup, nous fait comprendre peut-être de ce qu'est l'homme également. Qu'on est tous des hommes, qu'on est tous peut-être faits à l'image de Dieu, qu'on a tous des conceptions et des conceptions différentes. Les réseaux sociaux font d'emblée entrer l'homme dans le monde de la diversité. Mais de la diversité qui est également celle de la diversité avec égalité. Hein, on peut parler, on peut s'exprimer. Et quelque part, c'est vrai que je me mets à la place d'un jeune de 18 ans, 19 ans qui étudie à Eli et qui est dans le monde des réseaux sociaux parce qu'il a grandi là-dedans. Oui. Et je me dis qu'il y a certainement une dissonance qui se fait dans sa tête lorsqu'il écoute ce rabbin, qui est beaucoup plus local, et pourtant il comprend qu'on ne peut pas parler de race, on peut parler de supériorité et d'infériorité des peuples, et je me demande comment il gère ça. Quelque part, ceux qui me font le plus de mal, et pas de peine, c'est peut-être les enfants qui sont là-bas, qui entendent, certaines fois arrivent à critiquer, ou alors adhèrent, mais en tout cas, je me dis comment est-ce qu'ils vont, au fond, construire leur identité quand ils sont dans un monde de dissonance, d'emblée. C'est pas évident. Même si il faut bien reconnaître, je le disais en introduction, la Mechina Daily, au moins jusqu'à présent, était considérée comme un véritable, d'abord, un institut d'enseignement particulièrement prestigieux qui formait justement de manière assez impressionnante des jeunes à un service militaire de qualité. Ah oui, je crois que... c'est-à-dire, s'il y avait eu dans l'enseignement des rabbins Daily on va dire, une forte connotation raciste, une forte connotation nazie, ou pro-nazi ou quelque chose de cela, on l'aurait vu à travers les milliers d'élèves de la yeshiva de la Mechina Daily. Or, c'est pas le cas, apparemment. Il faut bien le dire. Moi-même, j'ai des différences idéologiques sur certains points avec la Mechina Daily, sur des propos envers les homosexuels, envers les femmes, même si ça a été un peu sorti du contexte également. Mais que ça a été dit, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là extrêmement. Mais d'un autre côté, je vois le projet qui a été mis en place il y a déjà une vingtaine, 20-30 ans, par le Rav Eli Sadan. Ils ont créé un empire qui aide les personnes à partir à l'armée. Ça les transforme pas en des monstres. Au contraire, ça amène beaucoup de bénédictions à l'armée. C'est des personnes qui sont engagées. Et puis, ils ont 18 ans, 20 ans, 22 ans. Et puis, encore une fois, la vie est devant eux. Et donc, chacun choisira son chemin et sa vie idéologique, sa vie religieuse. Et je pense qu'ils font un travail incroyable et extraordinaire. Il faut absolument saluer cette histoire-là. Eh bien, Michael Ben-Almod, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir aidé à mieux comprendre en fait les tenants et les aboutissants de cette polémique autour des propos de certains rabbins donc de la Mechina Daily. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom, à bientôt.